Moi, j'ai écrit un texte qui dit qu'effectivement, le fascisme est à gauche aujourd'hui, il n'est pas chez Marine Le Pen, parce que le fascisme, c'est le refus de la démocratie, le refus de la République, le refus des élections, le refus du résultat des urnes, c'est le refus du débat, c'est la violence, c'est l'insurrection, c'est le jeu de la violence, c'est de ne pas supporter l'opposition, c'est l'antisémitisme, c'est l'homophobie, etc. Et tout ça, c'est la France insoumise. Tous ces gens qui défilent dans les Gay Pride et enveloppés dans des drapeaux palestiniens devraient imaginer qu'ils ne tiendraient pas 8 jours dans la bande de Gaza avec leurs plumes dans le derrière et puis leur plateau en disant Gay Pride, Gay Pride. Macron a tout ravagé, il a ravagé la droite, il a ravagé la gauche, il a ravagé la Ve République, et il a aussi ravagé les partis. Formidable, c'est Attila. Partout où il est passé, l'herbe a disparu. Et on fait quoi maintenant ? Les thèses de Marine Le Pen sont les thèses de Jacques Chirac dans les années 70. C'est pas Adolf Hitler. Et que ça ne m'intéresse pas de voter pour des gens qui défendent les thèses de Jacques Chirac. C'est pas. Elle est déjà. Enfin, on voit déjà comment ce parti qui n'est pas encore au pouvoir est en train déjà de dire bon, on va sur l'euro, sur Maastricht, sur Schengen, on va pas toucher à grand chose. On va. N'ayez pas peur. Il faut pas effrayer les marchés financiers. Donc, je pense que beaucoup de gens seraient déçus par un Rassemblement national au pouvoir. Vous l'avez rencontré déjà, Vincent Bolloré ? Oui. Vous en pensez quoi ? Qu'il n'est pas du tout la caricature qu'on nous présente, quoi. C'est assez drôle, ces gens qui nous disent, mais il est... j'ai une amie qui m'a reproché ça récemment, il m'a dit, il est, c'était quoi le mot... enfin, il cherche le monopole ou je ne sais quoi, il est dans le monopole. Enfin, le monopole aujourd'hui, dans la presse d'État, il existe vraiment. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission et vous le voyez, à émission exceptionnelle. Eh bien, invité exceptionnel. Il revient nous voir, je le remercie parce que il m'a toujours accordé sa confiance et il a d'ailleurs inauguré les 2 studios précédents. Il s'agit de Michel Onfray. Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. On va parler de ce dernier livre que vous venez de signer qui s'intitule La foudre gouverne le monde. C'est le nouveau tome, le 8e du journal hédoniste paru aux éditions Albin Michel. Alors, première question, elle est assez simple. Être hédoniste, aujourd'hui, c'est quoi Michel Onfray ? C'est pas exactement la même chose que l'être il y a 20 ans ou 30 ans. Quand j'ai commencé ce journal hédoniste, et on a une espèce d'énergie, de vitalité, d'élan vital, pour parler comme Bergson, quand on a 30 ans, qui n'est pas le même, évidemment, quand on a 2 fois 30 ans. Donc il y a une époque où on court après les plaisirs, positivement, on les recherche, on les quête, on les envie, on les désire, et puis la vie va comme ça. Et il y a un moment donné où le corps étant ce qu'il est, le plaisir, c'est plutôt l'absence de déplaisir. On a l'impression qu'on est très heureux de ne pas être malheureux. Et donc, l'hédonisme se modifie. Le corps ne fait pas la même chose. On peut être, je sais pas quoi, marathonien. Enfin, je pense qu'on pourrait l'être à mon âge, mais il faudrait s'entretenir pour ça. Mais les performances du corps ne sont pas les mêmes. Les performances de l'intelligence non plus. Les performances de la mémoire non plus. Donc, évidemment, on est soi, mais pas soi. D'une certaine manière, d'un point de vue des cellules... on n'est plus du tout constitué des mêmes cellules que celles que nous avions à cette époque-là. Et donc, évidemment, on modifie son hédonisme. Si l'hédonisme, c'est la quête du plaisir, c'est le fait que le plaisir, ce soit le souverain bien, il faut redéfinir le plaisir en disant que il peut être souvent l'art d'éviter les déplaisirs. C'est souvent, c'est fréquent dans une civilisation qui s'effondre, avec des relations, une intersubjectivité qui s'effondre, avec un milieu professionnel où tout s'effondre aussi. L'évitement du déplaisir, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Donc je reste hédoniste. Simplement, je pense que le plaisir ne peut pas faire la loi toujours seulement en disant j'ai plaisir à le faire, je le fais. Je pense que Hitler avait plaisir à faire ce qu'il faisait et que c'était pas pour autant que légitimement on pouvait justifier tout ça. Donc il faut mélanger la question du plaisir et la question de son écriture sociale, sociologique ou éthique, avec probablement un principe supérieur à l'hédonisme, ça me paraît, au plaisir pur, ça me paraît évident. Alors ce livre, il est passionnant à plus d'un titre et surtout, vous allez me dire si je me trompe, je considère que c'est un peu une sorte de Michel Onfray par Michel Onfray, où vous revenez d'ailleurs plusieurs fois sur la question de la fidélité
fidélité à ce que vous étiez à vos débuts. Alors en quoi le Michel Onfray d'aujourd'hui ressemble-t-il à celui des années 80-90 ? Moi, je pense que la politique a changé. Les gens disent plus du tout la même chose. Ne serait-ce que sur un siècle, si on veut un peu élargir, le Parti communiste français a collaboré pendant le pacte germano-soviétique. Les néo-gaullistes étaient vraiment gaullistes à l'époque du début du gaullisme d'après le général. Le libéralisme d'un Le Canuet, par exemple, n'est plus du tout le même chez un François Bayrou aujourd'hui. Le Jean-Marie Le Pen, enfin le Front National de Jean-Marie Le Pen n'est plus le Rassemblement National de Marine Le Pen. Parce que tout ça a bougé, tout ça a changé. Les écologistes de René Dumont ne sont plus les écologistes urbains d'aujourd'hui, et donc il est parfois difficile de voir comment sur des fronts renversés, on se retrouve avec des gens qui, par exemple, le nouveau Front Populaire se retrouve antisémite, franchement antisémite, des gens qui ont fait leur carrière dans la lutte prétendument contre l'antisémitisme, aujourd'hui, au nom de l'antisionisme, deviennent des antisémites, justifient les chants antisémites. Et on se dit, mais ça sert à rien de dire, ah moi j'ai été au Parti Socialiste, je suis au Parti Socialiste, je serai toujours au Parti Socialiste, et je continuerai jusqu'à la fin de ma vie à être au Parti Socialiste, si le Parti Socialiste change, bouge. Je ne veux pas faire parler les morts, mais je ne suis pas bien sûr que Jean Jaurès, que Léon Blum ou même que François Mitterrand aient pu justifier l'allocation des utérus. Que ces mêmes personnes aient pu justifier la vente et l'achat des enfants. C'est quand même ce qui se passe aujourd'hui quand on est progressiste. Je dis souvent ces choses-là, mais autre progressiste, Peter Singer, qui nous fait savoir, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que il fallait penser autrement la question du plaisir, parce qu'un Peter Singer qui est utilitariste et hédoniste nous dit que le plaisir doit faire la loi et que, par exemple, puisqu'il n'y a pas de différence de nature, mais des différences de degré entre les hommes et les animaux, qu'on doit pouvoir avoir des relations sexuelles avec des animaux. C'est dans La Libération animale, un livre qui a été publié dans les années 90 chez Grasset, maison d'édition honorable. Ça se retrouve dans les cahiers antispécistes. Et on nous dit, mais ce qui est dangereux, c'est de pouvoir faire mal à l'animal. Si vous lui faites mal, c'est pas bon. Si vous lui faites du bien, c'est bon. Donc la sexualité, elle est tout à fait défendable, sauf si vous faites du mal à l'animal. On se dit, voilà, on a Paul Preciado, par exemple, Béatrice d'abord, puis Paul, parce que c'est quelqu'un qui a fait sa transition de genre, qui fait l'éloge dans Libération, le journal Libération, journal de la gauche bien pensante et progressiste, que le sperme blanc ne doit plus aujourd'hui salir l'utérus des femmes. Je dis l'utérus des femmes parce que maintenant il faut préciser, et qui nous dit que tout sauf ça, y compris la scatologie et justement la zoophilie, c'est-à-dire manger les matières fécales de son partenaire. Ça devient une modalité de la sexualité comme une autre. Donc oui, si cette gauche-là, je dis, moi je suis de gauche et donc la gauche dit ça, donc il faut effectivement sodomiser son chien, manger les matières fécales de son copain, acheter, vendre des enfants, louer des utérus, et donc je suis resté de gauche, c'est formidable. Je dis non. Moi, j'avais des principes à l'époque, ce sont restés les mêmes. C'est-à-dire que je prends toujours le parti de Fantine et de Cosette et pas des Thénardier. Si on a aujourd'hui une gauche des Thénardier, ben tant pis, je suis plus de gauche. Et puis c'est pas très grave de savoir si on a des étiquettes ou pas des étiquettes. Comment vous définissez aujourd'hui, politiquement ? Moi, je suis je le dis dans ce livre, un conservateur de gauche, un anarchiste conservateur, dans l'esprit de George Orwell. Parce que il ne viendrait, enfin j'ose espérer, encore que je doute de plus en plus de ce que je vais vous dire, mais que personne ne voudrait incendier les musées, parce qu'on y a des conservateurs dans les musées, et qu'un conservateur dit « Attention, cette peinture, il faut éviter de lui faire du mal, cette sculpture, il faut éviter de la casser, cette photographie, il faut éviter de la brutaliser ou de la brûler avec la lumière, parce que ces gens conservent. » Les écologistes veulent conserver la nature, ils veulent conserver des forêts, ils veulent conserver des cours d'eau propres, ils veulent conserver une atmosphère propre, ils veulent retrouver l'état d'antan où il n'y avait pas autant de pollution, etc., etc. Donc je vois pas pourquoi on pourrait pas être un conservateur de gauche. Moi je suis un conservateur de gauche parce que je pense qu'il y avait des valeurs comme la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité et le féminisme, et que ces valeurs explosent. La liberté, c'est pas la liberté de violer parce qu'on aurait la couleur qui nous permettrait de l'être, parce qu'on serait racisé. L'égalité, c'est pas la possibilité de dire que quelqu'un qui est en fauteuil roulant et quelqu'un qui a ses deux jambes peuvent participer à la même course de vitesse au 100 mètres plat, par exemple. C'est une sottise de dire des choses pareilles. La fraternité, c'est pas la possibilité de dire on aime tout le monde, sauf ceux qui votent à droite, sauf ceux qui votent Marine Le Pen, sauf ceux qui votent Bardella, sauf ceux qui pensent comme ceci, sauf ceux qui pensent comme cela. La laïcité, c'est bien quand il s'agit des curés, des bonnes sœurs, mais quand il s'agit de l'islam, non, on doit
pouvoir permettre à l'islam d'exister, les mosquées, le voile, le tchador, le burkini, etc., etc. Et puis le féminisme, c'est formidable, mais ça reste quand même une idéologie blanche, et c'est le patriarcat qui est absolument détestable en Occident. Mais si le patriarcat, il procède de la pensée afro-musulmane, ou arabo-musulmane, eh bien ça c'est un patriarcat qui est formidable. Donc laissez-nous l'excision, l'infibulation, laissez-nous obéir à nos hommes, laissez-nous nous prendre nos leçons chez les mâles dans la famille. Je dis non, c'est pas, je reste attaché à la liberté qui n'est pas la licence, à l'égalité qui n'est pas l'égalitarisme, à la fraternité qui doit être universelle et pas sélective, au féminisme qui doit penser que l'égalité des hommes et des femmes c'est pas l'égalitarisme, et puis que la laïcité c'est pas la possibilité de dire ça ne marche que pour une religion, pour les autres religions au contraire laissez-les progresser. Donc je suis resté à gauche. Cette gauche est devenue une gauche de droite, souvent, voire une espèce de fascisme pour ceux qui sont à la frange la plus gauche de la gauche, et conservateur, parce que je persiste à penser qu'il y avait un bon petit peuple. Oui, le fascisme de gauche, d'ailleurs, on n'en parle pas souvent. Moi, j'ai écrit un texte qui dit qu'effectivement, le fascisme est à gauche aujourd'hui. Il n'est pas chez Marine Le Pen, parce que le fascisme, c'est le refus de la démocratie, le refus de la République, le refus des élections, le refus du résultat des urnes. C'est le refus du débat, c'est la violence, c'est l'insurrection, c'est le jeu de la violence, c'est de ne pas supporter l'opposition, c'est l'antisémitisme, c'est l'homophobie, etc. Et tout ça, c'est la France insoumise. On a fait avancer cette idée que on pouvait aujourd'hui être homophobe, être antisémite, être phallocrate et misogyne, pourvu que ça se fasse au nom de l'islam. Tous ces gens qui défilent dans les Gay Pride et enveloppés dans des drapeaux palestiniens devraient imaginer qu'ils ne tiendraient pas 8 jours dans la bande de Gaza, avec leurs plumes dans le derrière, et puis leur plateau en disant « Gay Pride, Gay Pride ». L'Occident, quoi qu'on en pense, judéo-chrétien, rend possible les Gay Pride, et c'est tant mieux. Et c'est cet Occident-là que je défends. C'est-à-dire que c'est bien que des gens puissent faire ce qu'ils ont envie de faire, à demi dénudés, ou habillés en maître avec leurs chiens et leurs laisses, etc. Je trouve ça très bien, c'est la démocratie. C'est la possibilité de le faire. À Gaza, ça ne serait pas possible. Et ça ne serait pas possible à Téhéran. Et ça ne serait pas possible dans un certain nombre de pays musulmans. Donc à un moment donné, il faut être cohérent. Où on défend la liberté. Comment vous expliquez ça ? L'inculture, l'idéologie et le besoin de suivre un homme providentiel, qui est Jean-Luc Mélenchon. J'arrive, 8h10, les résultats ont été donnés à 20h, et il dit « Je suis la gauche, vous avez vu à côté de moi, Rima Hassan, elle a un kéfier, c'est une façon de dire, vous avez vu, voilà », et il rend hommage aux jeunes des banlieues, c'est une citation. Donc, voilà, il y a des gens qui adhèrent à ça et qui considèrent que si on résiste à l'antisémitisme, à la phallocratie, à la misogynie, quand c'est Mélenchon qui porte ça, on est devenu un type d'extrême droite, on est devenu un fasciste, on a fait un virage effrayant et qu'on est devenu un sale type. Ah, quel trajet, Michel Onfray, vous avez effectué entre l'époque où vous étiez de gauche et vous êtes devenu maintenant d'extrême droite. Je dis non, moi je défends la même chose. Je défends toujours la dignité des femmes. Je ne pense pas qu'il soit digne d'imaginer qu'on puisse louer des utérus avec des contrats que j'ai lus. J'ai fait un livre qui s'appelle « Le fétiche et la marchandise ». Je me suis fait traduire, parce que je suis trop nul en anglais, mais je me suis fait traduire un contrat de location d'utérus, de gestation pour autrui, mais c'est un contrat vétérinaire. C'est-à-dire que les gens qui nous disent « Ah, mais c'était pas bien, Colbert, le code noir, le colonialisme au XVIIe siècle, vous vous rendez compte ?» Oui, je suis entièrement d'accord. Mais il y a un code noir aujourd'hui qui existe, ce sont les codes, ce sont les contrats que signent les gens qui achètent des enfants. Lisez-le, vous allez voir des choses terribles, on parle des femmes comme d'un bétail. Et c'est la gauche qui parle des femmes comme d'un bétail. Et c'est la gauche qui nous fait savoir que c'est du néo-féminisme. Je dis, non, moi, excusez-moi, pour moi, une femme, c'est pas, l'utérus d'une femme, c'est pas fait pour demander à un vétérinaire d'y mettre du sperme comme on le fait avec une jument quand on a prélevé le sperme de l'étalon. Je suis dans une région hippique, dans mon Orne natal, il y a des haras, les vétérinaires font ça. Mais on fait pas avec des juments. Mais on fait pas ça avec des femmes. Les femmes ne sont pas des juments. Si aujourd'hui on pense que les femmes sont des juments et qu'on est un homme de gauche, de ce fait, je dis non, je ne suis plus de gauche, pardonnez-moi, mais je suis conservateur de gauche, mais ma gauche, c'est pas ça. La gauche, elle est du côté des plus simples, des gens
humbles, des gens oubliés, des petites gens, comme on disait jadis dans une belle formule, du petit peuple. Moi, j'ai fait un livre sur les Gilets jaunes que j'ai appelé « Grandeur du petit peuple ». Oui, vous revenez d'ailleurs sur la notion de peuple et sur celle de common decency, de bon sens populaire. Pourquoi c'est un concept important pour vous, bon sens populaire? Oui, parce que je voudrais pas parler encore une fois de mon père, mais je veux dire que dans mon enfance, j'ai vu ça, cette décence populaire. C'est-à-dire mon père qui était ouvrier agricole et qui avait été formaté par 2000 ans de pensée païenne et 2000 ans de pensée chrétienne. C'est-à-dire que il avait le sens de la nature, les solstices, les équinoxes, les lunes montantes, descendantes, croissantes, décroissantes, la succession des saisons, enfin, il était dans la nature. Et puis en même temps, il y avait cette idée du bon Dieu, de la Sainte Vierge et du petit Jésus. C'est-à-dire qu'il y avait les rogations, plus personne ne sait ce que sont les rogations, mais c'était des processions que faisaient les catholiques pour obtenir la fertilité, la fécondité des champs, etc. C'est complètement païen, ces choses-là. Et mon père avait été fabriqué par ça, plus un catéchisme qui enseignait des choses élémentaires. Le problème de mon père, c'était pas de savoir si il y avait vraiment une présence effective du corps du Christ dans l'Eucharistie. S'il fallait communier sous les deux espèces, c'est-à-dire le sang, le vin pour le sang et le corps du Christ avec l'hostie, c'était pas ça son problème. C'était il faut faire le bien, il faut pardonner les offenses, il faut être doux, c'était les béatitudes, le serment des béatitudes. Et donc j'ai connu ça chez mon père, qui à quoi ajoutons donc 2000 ans de paysannerie, je dirais, 2000 ans de christianisme, et puis une éducation républicaine. Mon père a quitté l'école à 13-14 ans pour aller labourer avec les bœufs dans les champs. Et mon père, il savait lire, écrire, compter, penser. Et jusqu'à la fin de sa vie, il connaissait des poèmes de Victor Hugo qu'il avait appris à l'école, ou de Lamartine. Et je ne l'ai jamais entendu commettre une erreur de jugement. C'est-à-dire les petits jeunes aujourd'hui qui s'enveloppent dans un drapeau palestinien et qui ont les couleurs du drapeau LGBT et qui, etc., ça n'aurait pas été possible. On aurait dit, oui, mais à Gaza, ce que je suis serait pourchassé. Donc je vais pas défendre la cause homosexuelle plus la cause palestinienne. C'est l'une ou l'autre, mais pas l'une et l'autre. Le statut des homosexuels à Gaza, c'est pas terrible, hein. Vous avez plutôt intérêt à vous cacher ou à quitter Gaza. Hélas pour les homosexuels. Donc des erreurs de jugement, des paralogismes, comme on dit, ça ne se faisait pas dans la tête de mon père, qui avait été fabriqué comme ça par une école qui apprenait à bien penser. Et simplement, cette école a disparu. Le temps passé devant un instituteur a été remplacé par le temps passé devant des écrans. Alors il y a du meilleur et il y a du pire. Et puis les gamins sont plus formés, ils passent plus de temps sur leur téléphone portable qu'avec l'instituteur ou l'enseignant ou le professeur. Donc évidemment, la décence commune, elle a un peu disparu. Vous avez toujours espoir dans ce peuple? Oui, parce que moi, je pense que le peuple est humilié, il est maltraité et qu'il suffirait de pas grand-chose de lui rendre sa dignité. Pas forcément du pouvoir d'achat. Donnons-lui du pouvoir d'achat. Hein. Il y a pas mal de gens pauvres et qui sont obligés dans les supermarchés de dire ce produit coûte combien, je vais acheter des pâtes, mais je vais regarder les 4 marques de pâtes, quelle est la marque qui est la moins coûteuse. C'est indigne. On peut pas permettre à un peuple d'en être réduit à ça. Mais on peut lui redonner de la dignité aussi. Ne pas l'humilier, ne pas dire on n'avait qu'à traverser la rue et trouver du boulot. Si vous voulez un costard comme moi, vous n'avez qu'à bosser. Vous êtes des illettrés, vous, les femmes de je ne sais plus quelle entreprise qui avait visité Macron. Enfin, il y a ça aussi d'important pour le peuple, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'humilier impunément aussi longtemps. Ou quand le peuple dit on a voté ça, par exemple, Jordan Bardella, de dire vous êtes des nazis, vous êtes des fascistes, vous êtes Adolf Hitler. Des gens qui disent juste on n'arrive pas à mettre de l'essence dans notre voiture pour aller travailler, ou du diesel, parce qu'on en a besoin, ce sont pas des gens qui défendent la Shoah. Ce sont pas des gens qui disent il faut rouvrir les camps de concentration et les camps de la mort et refaire des Auschwitz pour y mettre des migrants. C'est désolant qu'on puisse en être arrivé à ça. Alors on peut combattre le peuple, ce que beaucoup de gens font, hein, de Mbappé à Mélenchon, Annie Runacher a dit que le RN c'était Vichy. Alors on se demande qui est l'occupant. Eh ben, moi je sais, mais c'est pas ce qu'on croit. L'occupant, ce sont les européistes qui nous font savoir effectivement que dès que le peuple parle, ce sont des nazis qui s'expriment et que ça devient fatigant. Je veux dire que c'est pas. Moi, j'ai jamais défendu le Rassemblement national et je fais savoir que les thèses de Marine Le Pen sont les thèses de Jacques Chirac dans les années 70. C'est pas Adolf Hitler et que ça ne m'intéresse pas de voter pour des gens qui défendent les thèses de Jacques Chirac. C'est pas. Elle est déjà. Enfin, on voit déjà comment ce parti qui n'est pas encore au pouvoir est en train déjà de dire
bon, on va sur l'euro, sur Maastricht, sur Schengen, on va pas toucher à grand-chose, n'ayez pas peur, il faut pas effrayer les marchés financiers. Donc je pense que beaucoup de gens seraient déçus par un Rassemblement national au pouvoir, et que l'enjeu il est pas là. L'enjeu il est c'est ce que Simone Veil, la philosophe, appelait la fin des partis, la disparition des partis. Ce qu'aura montré cette séquence de dissolution de l'Assemblée nationale, c'est quand même la vilainie des partis, la honte des partis. Tous ces gens qui ont voulu aller à la gamelle et qui ne parlent même plus ou à peine de la France, des Français, du peuple, mais qui parlent pas non plus de leur gamelle en disant je veux être réélu, moi je cherche juste des associés, je cherche des alliés, j'ai besoin de ça, et puis après je m'en fous. Si je suis centriste, si je suis du MoDem, je veux même bien, ou Horizon pour parler plus concrètement d'Édouard Philippe, je voterai pour un communiste. Je voterai pour la France insoumise. Démocratique. Pardon ? Un hold-up démocratique. La fin de la démocratie. C'est-à-dire que quand des gens disent finalement, pour sauver mon poste, je vais le dire de manière simple et brutale, pour sauver mon poste, je vais défendre le Hamas. Voilà. Je vais défendre le Hamas parce que ça me permettra d'être élu dans ma deuxième circonscription. Voilà où en sont les partis. Donc la leçon, c'est ça. C'est-à-dire Macron a tout ravagé. Il a ravagé la droite, il a ravagé la gauche, il a ravagé la Ve République. Et il a aussi ravagé les partis. Formidable. C'est Attila. C'est partout où il est passé, l'herbe a disparu. Et on fait quoi maintenant ? Moi, j'ai jamais cru, c'était un de mes débats avec Éric Zemmour, mais je n'ai jamais cru à l'homme providentiel. Je crois au peuple providentiel. Et de fait, il y a un moment donné où il faudrait faire exploser les partis en disant arrêtez avec vos magouilles, parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Moi, j'ai vu des socialistes, par exemple, qui étaient très anti-LFI il y a 6 mois. Jamais de la vie, Mélenchon, le Hamas, le fascisme rouge, etc. Formidable. Puis là, on leur dit, paf, dissolution, etc. Et on dit, il va falloir repartir en campagne. Et là, vous faites quoi ? Ah ben, ces mêmes personnes-là disent, on s'associe à LFI. Oui, mais c'est pas pareil, c'est juste pour être élu. Oui, d'accord, pas de problème. Sauf que y a toujours des prisonniers israéliens dans les geôles de Gaza. Et ça ne semble intéresser personne. Quand des gens sont en train de... En fait, on arbore une croix, une svastika, quand on arbore le kéfier, en disant moi je suis là, Mélenchon, il est en compagnie d'une femme qui est élue députée européenne, qui n'est pas candidate aux législatives françaises, qui nous a dit que les Israéliens dressaient des chiens pour violer des Palestiniens. Enfin, c'est possible ça, des chiens qui violent des Palestiniens ? Elle a vu le pénis des chiens. Il y a un moment donné, on se dit, mais ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route, ces fantasmes zoophiles qui sont utilisés de manière rhétorique par cette femme. C'est celle que Mélenchon arbore à ses côtés le soir même où il prend la parole. Donc si les gens n'ont pas compris... électoraliste. Mais que ça. Mais je les renvoie tous dos à dos. C'est-à-dire que quand Attal dit je fais sauter cette réforme, quand ils en sont tous à dire qu'est-ce que je peux faire pour vous être agréable. En même temps, c'est la jurisprudence de la vaseline, quoi. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir attirer vos voix ? Et la France insoumise qui nous dit la police tue tout le temps, structurellement, elle ne fait que ça. La police, elle tue. Elle s'en va voter pour Gérald Darmanin. Il y a quand même un moment donné où LFI dit la Ve République c'est fichu, ça marche pas, etc. Regardez, Borne, elle a fait je sais pas combien, une vingtaine de 49.3, etc. Pof, maintenant on va voter pour Elisabeth Borne, on va se mobiliser pour elle, etc. Il y a un moment donné où les gens sont pas des crétins. C'est là que je pense que le petit peuple comprend bien tout ça, y compris dans leur petit village où ils se disent mais machin on le connaît, bidule on le connaît, etc. Ah, ce type il est socialiste mais il va voter pour un LFI, ou ce type il est de droite mais il va voter pour un type LFI parce que la menace c'est le Rassemblement national. Dès que vous dites quelque chose qui peut être problématique en disant vous savez l'islam c'est pas forcément une religion de paix, de tolérance et d'amour, c'est une figure de rhétorique, vous dites ça, paf, vous êtes au tribunal. Et donc, la plupart du temps, si vous êtes un intellectuel en vue, c'est une condamnation pour islamophobie. Là, sur la question de l'antisémitisme, il n'y a personne au tribunal. Il n'y a pas un seul des députés qui tiennent des discours antisémites qui soit aujourd'hui au tribunal. Drôle, quand même, comme il y a... il y en a tellement. Deux poids, deux mesures. Non, c'est qu'il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de plainte et que quand les plaintes sont déposées, elles sont sans suite. Parce que le syndicat de la magistrature dit on met ça à la poubelle.
Quand il s'agit de Michel Onfray qui fait un entretien avec Michel Houellebecq dans la revue Front Populaire, où Michel Houellebecq dit de manière débile que les musulmans, etc., etc. D'ailleurs, je le rappelle parce que il a éhontément menti Michel Houellebecq, et je voudrais restaurer une vérité ici, je vais vous faire un scoop, mais Michel Houellebecq a corrigé son texte. On a fait un entretien de 6 heures, chacun a reçu la retranscription de son entretien, moi j'ai reçu le mien, mon entretien. Il est bien évident que j'ai pas relu l'entretien de Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, c'est Michel Houellebecq, donc voilà. Et donc c'est Michel Houellebecq qui a changé la phrase qu'il n'estimait pas assez violente à l'endroit de l'islam pour ajouter cette phrase qu'on lui reproche aujourd'hui. Donc après, il a expliqué des choses désagréables sur moi, il en a fait un petit livre. Il peut mentir, hein, il s'est retrouvé à poil dans un lit pour tourner un porno, il estime que c'est à l'insu de son plein gré. Donc on pourra juger de la qualité du moral et éthique et du personnage, de son rapport à la probité, à la vérité, etc. Mais tout ça, ça se retrouve. Donc vous êtes fâché alors aujourd'hui avec Michel Houellebecq? Bah, je suis fâché, je dis la vérité. C'est-à-dire que maintenant, s'il pense que on peut faire un débat sur la question de l'euthanasie, moi j'accepte. Il est contre, moi je suis pour. Donc avec des arguments qui n'en sont pas, mais enfin ça c'est autre chose. Et même dans le journal du dimanche, on fait des débats entre des gens qui sont pour, des gens qui sont contre l'euthanasie, avec en face des gens qui sont contre l'euthanasie. C'est-à-dire maintenant, on fait des débats avec des gens qui pensent la même chose. Et il a refait la même chose avec le journal qui s'appelle L'Incorrect, qui avait fait une une de texte en disant que j'étais un imposteur pour parler du Jésus que j'avais écrit. Non, ils ont été incapables d'attaquer les thèses, c'est plus facile d'attaquer le personnage. Et donc, ce sont ces gens-là qui font des unes. Alors, c'était pareil, c'était Finkielkraut, je crois, ou c'était Houellebecq, un rabbin, et puis ils étaient tous contre l'euthanasie, mais ils faisaient des débats sur. Donc, s'il y avait un vrai débat sur l'euthanasie, un pour, un contre, et que ce soit Houellebecq le pour et moi, non, Houellebecq ne la défendant pas et moi la défendant, j'accepterai le débat. Donc être fâché, je dis juste qu'il a menti, je suis capable de lui dire en face, évidemment il y a des bonnes âmes qui vont lui rapporter notre entretien, mais la fâcherie c'est pas ça. C'est-à-dire que la fâcherie c'est de pas le saluer, c'est de pas débattre s'il y a à débattre. Je suis fâché avec assez peu de personnes. Il y a évidemment des gens que j'ai pas envie de rencontrer, mais je suis pas fâché pour ça pour autant. Les masques sont tombés en même temps. Oui, on peut dire ça. Mais oui, par exemple, Éric Zemmour qui se fait trahir par Marion Maréchal-Le Pen le soir même, avec les autres qui s'en vont en disant on n'a pas réussi à faire une espèce d'OPA. Ça vous a surpris? Oui, parce que au départ de Marion Maréchal. Oui, je pensais qu'elle avait un peu de je sais pas quoi, d'honnêteté, de droiture morale. Enfin, elle en parle tout le temps. Mais si on entre dans un parti avec son chef, on n'entre pas pour dire le but c'est de virer le chef. Sinon, si on n'est pas d'accord, on n'y entre pas. On dit, ah mais non, mais il pense ça sur tel sujet, il pense ça, sur tel sujet, il pense ça, je suis pas d'accord, j'entre pas dans le parti. Maintenant, si vous entrez dans le parti, vous pouvez vous taire, vous pouvez dire, je suis pas d'accord avec lui, mais vous vous taisez. Puis là, d'un seul coup, vous apercevez que non, pas du tout. Ah là, c'est intéressant, donc vous manifestez une forme de solidarité, de soutien à Éric Zemmour. Ah oui, sur ce sujet-là, je pense effectivement qu'il a été trahi et trompé. Je pense, par exemple, que on peut faire la même chose avec Ciotti. C'est-à-dire Ciotti, ces gens-là ne foutent rien. Ils foutent rien dans des très grands bureaux, avec des grosses notes de frais, avec des restos étoilés régulièrement, des grandes bouteilles, etc. Et ils ne travaillent pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné... Avec qui, là ? De Ciotti. Et Ciotti, il aurait dû dire, bon, il y a une partie des Républicains qui pensent comme Macron. Les 2 tiers, quoi. Et puis une partie, peut-être un tiers, qui n'y croit pas. Après, ça s'inverse peut-être quand vous faites référence au bureau politique, ou aux éléphants, on dira, des Républicains, ou alors aux électeurs. Et là, vous dites, on va travailler sur cette question. C'est-à-dire, on va arrêter de bouffer comme des chancres, et puis on va se mettre autour d'une table, et puis on va dire, bon alors, on fait une alliance, on fait pas une alliance, on y va, on n'y va pas, et puis qu'est-ce qu'on va faire aux prochaines élections, qui, etc. On pense, on travaille, c'est ça, normalement, le meilleur d'un parti. Et là, rien du tout. Ciotti dit, j'ai décidé que, etc. Ah oui, ah bon, ça vient d'où, Et alors, vous avez des Xavier Bertrand, des Valérie Pécresse, qui ont quitté le parti, qui sont revenus quand il s'agissait de financer une campagne présidentielle. Il avait quitté le parti de manière tonitruante au 20h de France 2, et puis là, ils reviennent, il est revenu. Des traîtres. Xavier Bertrand, un traître, Valérie Pécresse, un traître, et qui sont en train de nous donner des leçons, etc., etc. On a Barouin, etc., enfin bon. Il y a tous ces gens qui reviennent, qui réapparaissent. On a Larcher, qui est là. Il y a en plus de ça, Gérard Larcher, il y a une personne, enfin, tout le monde est au courant, est franc-maçon, et ça fait partie, ça permet à des Jean-Luc Mélenchon, qui persistent, je crois, à se faire coiffer chez les sénateurs, alors qu'il est plus sénateur, m'a-t-on dit récemment. Peut-être est-ce
Et c'est une fake news. Mais où est-ce qu'il y a eu trahison encore? Glucksmann. Glucksmann, il s'en vient dire, allez, le Parti socialiste, c'est quand même pas la France insoumise. Il se fait cracher dessus, il se fait insulter par des antisémites, il se fait cracher dessus par des gens qui lui disent sale juif, sioniste, etc., etc. Et là, il dit, maintenant, il faut voter pour ces gens qui m'ont craché dessus. Sans honte but. Vraiment. Et vous faites ça partout, le Parti communiste, enfin, tout le monde a trahi tout le monde, ils détestent la France insoumise, mais maintenant ils s'embrassent comme Folleville, et puis c'est formidable, Jean-Luc ceci, Jean-Luc cela, les écologistes qui détestent la France insoumise, mais en même temps c'est formidable le nouveau Front populaire, on a quand même une Manon Aubry qui nous dit Front populaire ou Adolf Hitler. Voilà où nous en sommes. La grande leçon, c'est quand même l'hystérie généralisée. L'hystérie généralisée pendant 15 jours, 3 semaines, de tous ces gens qui ont finalement agité des drapeaux nazis. La France insoumise, ils ont des drapeaux nazis en permanence, en disant attention, danger, vous avez vu, etc. Tout le système s'est mis en branle pour faire barrage au Rassemblement national. Vous pensez que ça marche encore? Je ne crois pas. Au Front républicain, on va le voir. Mais au contraire. Il y avait dans Le Monde une carte de France où la carte était toute bleue, sauf quelques points rouges, où il y avait effectivement Paris. La France insoumise. Paris, vous n'habitez plus d'ailleurs. C'est important pour vous d'ailleurs. Pourquoi plus? Je n'ai jamais habité. Vous n'avez jamais habité à Paris? Jamais de la vie. Ben non, c'est un leitmotiv. Ouais. Ah non, je n'ai jamais habité Paris. Non, jamais. Mais mes ancêtres sont en Normandie depuis 1000 ans. Je ne vais pas commencer à habiter à Paris. Non. Et ça dit quoi, ça, justement, cette décorrélation entre Paris et la province, avec des guillemets? Il faudrait qu'on ait beaucoup de temps et qu'on parle de la politique française depuis Philippe le Bel jusqu'à aujourd'hui. C'est Tocqueville qui fait un très beau livre qui s'appelle L'Ancien Régime et la Révolution. Il nous dit qu'il n'y a pas eu de révolution française puisqu'elle n'a pas touché à l'essentiel, qui est la centralisation jacobine. Enfin, la centralisation, qu'on appellera jacobine à partir de lui, à partir de la Révolution française, du moins. Et cette centralisation jacobine, elle a continué avec Napoléon, évidemment. Elle a continué avec De Gaulle. Et elle a continué avec Mitterrand. Et elle continue alors avec ce Néron qui est Emmanuel Macron. Et on se dit, mais est-ce que c'est vraiment la solution? Est-ce qu'on doit pouvoir être sans cesse dans cette obsession du chef qui va nous sauver, ou etc. Moi, je pense que non. Je pense qu'on peut avoir un peuple providentiel et que ce peuple providentiel, il comprendra que le système s'est montré, comme vous savez, il y a un moment donné où le rideau s'ouvre. C'est pas prévu, ça ouvre beaucoup plus tôt que prévu, et vous avez une espèce de partouze généralisée du système. Vous avez Mbappé dans un coin, vous avez Strauss-Kahn, grande vertu qui revient. Vous avez, comment s'appelle-t-il, ce ministre socialiste Jospin est revenu aussi. Jospin revient, il sort de ses bandelettes et de son sarcophage et il apparaît, lui qui avait parlé du cirque antifasciste à l'époque où il était concerné, et qui devrait se taire. Et Hollande, surtout. Hollande, le retour d'Hollande, formidable, tous ces gens-là. Et donc, et puis après, vous avez Mbappé, vous avez les artistes, les comédiens. Clip, vous avez vu ce clip cette semaine, là, de tous les rappeurs? Oui, formidable, tout ça. Finalement, c'est le meilleur cadeau qu'ils peuvent faire au Rennes. Mais c'est ça. C'est-à-dire, d'un seul coup, on se dit, vous avez vu, là, sur scène, ils sont tous là, ils vous crachent tous dessus. Vous avez le peuple François Cluzet n'est pas encore sorti, sauf à... Oui, je sais pas, moi je suis pas sur Twitter, faut regarder sur Twitter, mais enfin tous ces gens-là, ils sont tous, alors évidemment, toute la gauche subventionnée, les artistes subventionnés, tous ces gens qui ne font du cinéma que parce que c'est... Il y a la préférence nationale. C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que quand il s'agit... Exception culturelle. Eh bien bien sûr, exception culturelle pour le cinéma, formidable, dit cette gauche bobo. Et puis en même temps, les ouvriers qui disent ce serait bien qu'on ait une exception culturelle pour nos usines, etc. Le protectionnisme, les fascistes, les nazis, Donald Trump, etc., etc. Mais tiens, c'est drôle, quand c'est vous le protectionnisme, c'est bon, quand c'est pas vous, c'est pas bon. Alors si c'est fasciste quand il s'agit des ouvriers, ou des paysans qui veulent préserver leur production agricole, ça devrait être fasciste chez vous aussi, quand vous voulez taxer les billets pour avoir du fric de cinéma, pour avoir du fric qui vous permet de monter des films que personne ne regarde, d'ailleurs, au demeurant. Parce qu'on voit bien, tous ces films militants, ça marche pas du tout. Les succès, ils se font ailleurs et autrement. C'est vrai que les films de BHL, ça marche pas beaucoup. Hein. Et c'est hyper subventionné. Ça ne pose aucun problème. Alors, BHL, moi, on m'a fait savoir récemment qu'un certain nombre de gens du milieu germano-pratin tenaient dans les dîners en ville. Moi, je ne vais pas dans les dîners en ville. Qu'ils commençaient à dire que... Il valait mieux plutôt le RN que le nouveau Front populaire. Alors, qu'ils s'étaient un peu trompés depuis 20 ans, etc. Ça commence. Je ne vais pas donner des noms, mais ça m'a un peu réjoui de voir que des gens qui depuis 15 ans disent que je suis un fasciste, que je suis tourné à l'extrême droite, etc. Que ces gens, dans les dîners mondains de Paris, commencent à dire, non pas que j'ai raison, je ne demande rien. Et vous n'avez peut-être pas tort. Non, je veux même pas me mettre au centre du débat, je veux qu'on mette au centre du débat les idées. Et que là, ils commencent à se dire, c'est peut-être un peu trompé, quoi, quand même.
Julien Drey, qui a son rond de serviette à CNews aujourd'hui, il n'a pas peur, ce type. Comme vous. Oui, mais moi, c'est pas exactement la même chose. Moi, je défends les mêmes idées, et c'est pas le fait d'avoir un rond de serviette à CNews qui est problématique, dans cette J'en viens aventure. aussi, donc. Non, mais je pense pas que ce soit ça le sujet. Le sujet, c'est que des gens viennent nous donner des leçons, comme Bendit, sur des chaînes de télévision, en oubliant complètement surtout que la légitimité de ces l'État gens-là. de la France, c'est eux. Parce que quand même, Julien Drey, bon, je ne parlerai pas de ses procès ou de ce genre de trucs là, mais je veux dire quand même que tout ce qui a été à l'époque, le touche pas à mon pote, l'espèce de nazification de Marine Le Pen, c'est lui tout ça. C'est lui l'homme des bases œuvres de Mitterrand. Puis c'était lui l'homme des bases œuvres de Hollande. Un jour, je suis passé près de l'Élysée en taxi et je le voyais sortir de l'Élysée. C'était pas à l'époque de Hollande. Hein. C'est de l'homme de tous les sales coups qui a rendu possible la France dans l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui, qui s'en vient nous expliquer ceci aujourd'hui, cela, etc., etc. Bon, moi, je lui reproche pas d'avoir fait ce qu'il a fait. Je lui reproche aujourd'hui d'oublier qu'il a fait ce qu'il a fait en nous disant que quand même, etc. Mais simplement, que ces gens-là le disent, qu'ils se sont trompés. Alors, on commence à voir Aquilino Morel, Roland Dumas qui vient de disparaître. Oui, j'allais vous en parler. Qu'est-ce qu'il y a eu enfin, il y a eu un certain nombre de sociétés. Alors, encore que c'était pas le pire, Montebourg, mais enfin, des gens qui ont défendu Maastricht, etc., disent, finalement, c'était peut-être pas terrible. Hubert Védrine, enfin, des gens qui sont un peu revenus là-dessus en disant, Alors, peut-être que vraiment, ce qui serait bon, c'est une espèce d'entreprise, non pas, je suis pas chrétien au point de penser qu'il faudrait une espèce de confession publique ou d'autopunition sur le mode maoïste, d'autocritique, comme on disait jadis, en disant oui, on a fait ceci. Mais il y a juste un moment donné où on devrait faire le point en disant bon, sur ce sujet, alors peut-être l'euro, l'Europe, Maastricht, la nazification de toute pensée d'une droite identitaire, d'une droite nationale, d'une droite de droite, enfin, je sais pas comment on peut l'appeler. Moi, je dirais de droite, une droite. C'est pas plus compliqué que ça, c'est sûrement pas l'extrême droite. Les gens n'ont pas lu Rebatté, ils n'ont pas lu Brasillac, ils n'ont pas lu Drieux-La Rochelle, ils n'ont pas lu Je suis partout, enfin, c'est pas ça, la droite. D'ailleurs, l'extrême droite. D'ailleurs, l'extrême droite, aujourd'hui, c'est présent. Et présent fait aujourd'hui l'éloge de, non pas Marine Le Pen, mais de Jean-Luc Mélenchon. Mais ça passe comme une lettre à la poste. Il n'y a aucun problème. Mélenchon, célébré pour son antisionisme dans la revue Présent, ça ne pose aucun problème. Les gens ont totalement oublié aussi, puisqu'ils nous disent « Ah, mais Marine Le Pen, c'est son père c'est la Waffen-SS ». Ils ont totalement oublié que Jean-Marie Le Pen a défendu l'intifada. Il a défendu Gaza, il a défendu les Palestiniens par antisémitisme. C'est Jean-Marie Le Pen qui défendait ça. Que les gens aillent voir sur Internet les références. Jean-Marie Le Pen défendait Gaza. Marine Le Pen défendait le drapeau palestinien. Marine Le Pen, elle défend le drapeau israélien. C'est pas exactement la même chose. Eh ben ça aussi, c'est de l'histoire impossible à faire. On peut pas faire cette histoire parce qu'on a décidé que Marine Le Pen, c'était Auschwitz, Dachau, Oradour-sur-Glane, les musées de la Shoah. Enfin, en permanence, Macron s'en va faire un tour à Oradour-sur-Glane pour nous dire attention, il y a des élections bientôt. Souvenez-vous que Marine Le Pen, elle était sur une moto de la division Das Reich et qu'elle est responsable et coupable. C'est pas la jurisprudence du responsable mais non coupable, ou coupable mais non responsable. Et il y a un moment donné où on se dit mais vous avez semé toutes ces fleurs du mal. Vous les avez toutes semées, toutes. Et aujourd'hui, ça éclose, vous êtes en train de dire « Oh là là, c'est terrible ce qui est advenu ». Mais ça fait 30 ans que je l'écris. En disant, il y a un moment donné où on sera obligé d'expliquer qui a fait quoi pour que nous en soyons là. Et dans cette histoire-là, on dira « Mais vous savez, à cette époque-là, Édouard Philippe, qui avait été le ministre de droite, enfin qui était le grand jupéiste, s'est mis à dire « Il faut voter communiste ». Ou la France insoumise, qui disait que les flics étaient des tueurs, a voté pour le ministre de l'Intérieur d'un Macron qui lui-même vient du Parti socialiste. On dira, mais c'est pas possible que ça ait pu exister, cette chose-là. C'est-à-dire, nous vivons une époque de décadence, comme à l'époque romaine, et toutes ces choses-là font signe. Et je pense que, je ne vais même pas dire qu'on enseignera ça dans les écoles, parce que je pense qu'il n'y aura plus d'école, il y aura plus d'école de Sciences Po ou quoi que ce soit pour analyser ce genre de choses, comme jadis on analysait la guerre des Gaules, ou comme on lisait Thucydide, en disant regardez comment la France s'est effondrée et comment un régime totalitaire est arrivé. Parce que moi, je pense que si Marine Le Pen arrive au pouvoir, sous quelque forme que ce soit, sous forme de clone avec Bardella ou sous forme ça vous fait pas peur une arrivée de Bardella Non, Bardella, il va mettre 5 jours à s'aligner.
J'hésite entre 3 jours et 8 jours, mais il va s'aligner très vite. Ils sont déjà en train de s'aligner alors qu'ils ne sont pas encore au pouvoir. On sait que vous alliez dire normaliser. Oui, mais ils sont déjà normalisés depuis un petit moment, donc ils vont se chiraciser. Zemmour les a aidés, vous avez cette impression? J'ai eu une discussion récente avec lui sur ce sujet-là, parce qu'il avait mal apprécié que je puisse dire que Zemmour, il disait « je suis le Chirac », etc. Il est le Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, exactement. Il avait très mal pris la chose. Et il me dit « oui, avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'avoir d'ennemis, etc. » Je dis « écoute, d'abord je dis la vérité, ce que je pense, maintenant je peux me tromper, maintenant fais-moi la démonstration que je me trompe. » Et parce que Jean-Marie Le Pen, ce sont des idées. Alors bon, Éric Zemmour est juif et il n'a pas été dans la défense de l'intifada et de Gaza, il n'a pas fait partie de ces juifs de gauche qui voudraient la fin d'Israël. Éric Zemmour a dit, mais il y a une droite, comment on va la dire, nationale, qui existait avec Jean-Marie Le Pen et n'existe plus. Je dis pas que c'est un clone de Jean-Marie Le Pen, mais il dit, bon voilà, moi je suis pour une droite nationale. Et on voit bien avec Marine Le Pen que... Il a aidé à la dédiabolisation de Marine Le Pen, selon vous? C'est un phénomène récent, Éric Zemmour, par rapport à Marine Le Pen qui fait ça depuis 10 ans. À l'époque, Éric Zemmour, il faisait des émissions à CNews, et il n'a pas dédiabolisé à partir de ce moment-là. C'est un épiphénomène, l'élection présidentielle. Elle, ça fait 10 ans qu'elle y travaille, mais parce qu'elle est comme ça. Parce qu'elle a un père qui est d'une autre génération. Qu'est-ce que vous pensez de Marine Le Pen, finalement? On a beau dire, on la critique beaucoup au niveau des potentiels connaissances et compétences économiques, mais au niveau de la stratège politique, il faut lui reconnaître quand même un certain talent. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment s'il y a une stratégie vraiment très précise, parce qu'il y en a eu plusieurs en 10 ans. Il y en a eu vraiment plusieurs. Ça a godillé beaucoup, ça a été très anti-européen, et puis après, ça a été stand-by, et puis maintenant, l'Europe, c'est formidable, on peut faire ce qu'on veut, il suffit juste que quand on arrive, on torde le bras des gens, etc. Il n'y a pas de colonne vertébrale. Il n'y a pas de vision de... Alors, il y a toujours ça chez Éric Zemmour, il y a une vision civilisationnelle. Il y a une vision dans l'histoire. J'ai écrit quelque part dans un texte, c'est devenu le titre du texte que j'avais fait, mais qu'elle avait moins le sens de l'histoire que le sens de son histoire. Et à un moment donné, je pense qu'elle doit regarder les sondages en disant, alors, c'est bon pour nous, on y va, c'est pas bon pour nous, on n'y va pas, etc., etc. C'est une héritière. Je pense que si vous avez un père qui a fait fortune dans une usine de chaussures, le jour où il disparaît, vous héritez de l'usine de chaussures. Peut-être que les chaussures, ça vous insupporte, mais vous héritez de l'usine de chaussures. Et elle a hérité de ça. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y avait des Gollnisch, il y avait des prétendants. Qu'on a reçu ici il y a 2 semaines. Pardon ? Qu'on a reçu ici il y a 2 semaines, justement, qui a été complètement mis de côté. Au profit d'une fille dont on s'est dit au départ, évidemment, il a choisi sa fille parce que ça reste une affaire de famille, etc. Bien mal lui en a pris, au Jean-Marie Le Pen, puisque très vite, il lui a dit, papa, si tu veux bien, la sortie c'est par ici, ton front national ne va plus exister, on va l'appeler Rassemblement National. Et puis après, lui, il était obligé d'arriver avec un vêtement rouge pour dire qu'il existait, un jour de 1er mai, parce qu'elle était au micro en train de dire, je vais commencer à parler, et l'autre arrive, et dit, évidemment, il lui vole la vedette. Et si les gens n'ont pas compris que Jean-Marie Le Pen, ça n'était pas Marine Le Pen, c'est qu'ils ont besoin de l'épouvantail et d'entretenir l'épouvantail. C'est évidemment pas la même chose. Moi, j'ai fait 80 000 signes, c'est un petit livre sur Jean-Marie Le Pen, c'est pas encore paru. J'ai lu les 2 volumes de sa biographie. Je les ai lus, plume à la main, 2 fois 500 pages, 1000 pages. Salué par la critique, d'ailleurs. Il paraît que c'est plutôt bien écrit. Enfin, je l'ai pas lu, mais... Non. Ah bon. Le premier volume n'est pas écrit de la même manière que le second, ce qui tente à témoigner que quelqu'un a dû faire le premier, le deuxième, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que le style n'est pas le même. Et donc, ce que j'ai vu, moi, c'est une constante antisémite et fasciste chez Jean-Marie Le Pen. Éloge de Vichy, éloge de Pétain, qui a de si belles mains. Ça, c'est un argument. Détestation de De Gaulle, qui a des poignées de main molles et pas franches. Célébration de l'OS, célébration de Brasillac. Célébration de l'occupation où les nazis étaient quand même des gens très polis, très courtois, etc., etc. Il y a un moment donné où on se dit, il y a quand même une constance vraiment du début jusqu'à la fin chez ce personnage, avec une espèce de grande gueule. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai failli être résistant, j'étais avec un revolver, j'ai failli tuer un Allemand, puis je me suis retenu parce que j'ai un peu d'humanité, etc. Mais j'ai donc quand même été résistant. Enfin, un va de la gueule, quoi. Enfin, un grand tribun, il a sa main avec Jean-Luc Mélenchon, quand même. C'est éloquent. Mais ils sont très proches l'un l'autre. Très très proches sur beaucoup de sujets. Il faudra que ça s'écrive ou que ça se dise un jour. Vous iriez jusqu'à dire que c'est peut-être un héritier d'une certaine manière. Mais c'en est un. De Le Pen. Mais c'en est un. Ben oui. On voit d'ailleurs sur la question de Gaza, sur la question de l'intifada, ils pensent la même chose.
Sur la question des Juifs, détestables, un peu partout, etc. Enfin, toutes les sorties antisémites de Mélenchon, c'est les sorties antisémites de Le Pen. C'est vrai que là, on a tendance à les oublier. Hein. Cette semaine, on les a pas trop rappelés. Mais il y en a eu plein. Il y en a eu plein. C'est-à-dire que si, moi, je fais pas une comptabilité, mais je veux dire, si vraiment on avait retenu contre le CRIF, sur l'éloge de Nigel Farage, l'éloge, enfin, il y a quand même un moment donné où ce type faisait l'éloge d'Ahmadinejad et de l'Iran, parce que ça résistait au capital international américain, pendant que le même Ahmadinejad voulait effacer Israël de la carte. Enfin, toutes ces choses-là se seraient prêtées. On pourrait faire une dégustation à l'aveugle, vous savez. Il y a un moment donné, on vous amène une carafe, vous avez un vin, vous savez pas ce que c'est. On vous le sert, et là, vous pouvez pas faire le kéké après avoir vu l'étiquette. Si vous avez vu l'étiquette, et les petits malins qui disent, bon, ça, c'est un Bordeaux, ça, c'est un Bourgogne, je connais l'encépagement, donc il y a beaucoup de Merlot dans ce truc. Faites le malin, mais simplement, là, vous pouvez pas le faire, parce qu'on vous sert, on dit, alors c'est quoi? C'est un vin français, c'est un vin étranger, c'est un vin de Bourgogne, c'est un vin de Pays de Loire, je sais pas quoi. Vous pouvez sortir des phrases comme ça en disant, phrase de Jean-Luc Mélenchon ou phrase de Jean-Marie Le Pen. Ce serait très intéressant de le faire, et je pense que beaucoup de gens se tromperaient. Donc il y a juste un moment donné où il faut arrêter de croire que les gens sont préservés par leurs étiquettes et que puisqu'il est de gauche, il peut pas être antisémite comme les autres. Il y a même eu dans Le Monde quand même un type qui nous a fait savoir que l'antisémitisme de gauche n'était pas la même chose que l'antisémitisme de droite, et que l'antisémitisme du Front Populaire, c'est donc un aveu, hein, et ce sont des amis du Front Populaire. L'antisémitisme du nouveau Front Populaire, j'ai du mal avec le nom de ma revue, mais que cet antisémitisme-là, il était structurel, il était conjoncturel, pardon, parce qu'il était fait pour parvenir à des résultats électoraux, etc. Alors que l'antisémitisme de Marine Le Pen, lui, il était structurel, mais invisible. Il est invisible. Il est où, cet antisémitisme? Chez Jean-Marie Le Pen, il y a 2 fois 500 pages, et c'est visible en permanence. Chez Marine Le Pen, quand a-t-elle été condamnée pour antisémitisme? Quels propos, quelle phrase, quel jeu de mots peut-on retenir en disant, vous avez vu qu'elle l'est? Alors après, évidemment, on trouve toujours une militante avec une casquette nazie, circonscription de la ville de Caen dans laquelle j'habite, une candidate du Rassemblement National qui s'est photographiée avec une casquette de Waffen-SS sur la tête. Ah, évidemment, ça c'est sûr que vous pouvez dire, mais elle est ici, elle n'est pas au Rassemblement, elle n'est pas au Front Populaire. Et de fait, il y a quand même ce genre de problème avec des militants. Et peut-être avec des cadres dans le parti. Vous rappelez que Mitterrand a eu la Francisque. Oui. Au passage. Oui. Je pense enfin bon, je veux pas rentrer dans la défense de cette dame, mais elle prétend que c'était à Saint-Pierre-sur-Dive, dans un vide-grenier, qu'il y avait ça, que c'était à vendre, qu'elle a mis ça pour rigoler sur la tête, qu'il y a un copain qui a fait la photo. D'abord, même pour rire, on met pas une casquette comme ça sur sa tête, même pour rire. Moi, j'en ai vu des casquettes nazies quand la bataille de Normandie s'est terminée à Chambois, mon village natal, et j'en ai vu parce qu'il y a des gens qui avaient gardé ça chez eux, mais jamais venu à l'idée d'en mettre une sur la tête. Mon grand-père a fait la guerre 14-18, j'ai le casque de mon grand-père chez moi, et je n'ai jamais plaisanté en mettant le casque de mon grand-père sur ma tête. Donc d'abord, on fait pas ça, ensuite, on se fait pas photographier. Si effectivement on met ça, qu'on n'est pas forcément nazi, mais qu'on croit faire une mauvaise blague ou je sais pas quoi, on n'immortalise pas ce genre de choses. Donc cette femme est assez dérangée. Bien sûr, on met ça dans les jambes de Marine Le Pen, on dit, elle c'est vous êtes nazi, on vous le dit depuis toujours. Donc ça c'est une invitation à ne pas penser. Est-ce que le programme de Marine Le Pen est nazi? Est-ce qu'autour d'elle, dans ceux qui travaillent à sa plateforme, il y a des gens qui ont été des Waffen-SS ou qui aujourd'hui font des saluts nazis, non pas pour plaisanter, mais parce que ils le sont vraiment idéologiquement. C'est un travail que personne ne fait parce qu'il faut de l'honnêteté, et aujourd'hui l'honnêteté est la dernière des choses. Est-ce que vous pensez, d'une certaine manière, que ce parti est encore un parti anti-système, le RN? Il veut surtout pas être anti-système. C'est un peu le dilemme un peu, sinon cornélien, mais enfin, c'est une espèce de tragédie grecque, c'est-à-dire que sa puissance, elle existe du fait qu'il est un parti anti-système, et cette puissance, elle va l'amener dans le système où il va falloir qu'elle montre qu'elle est compatible avec le système. Ça explosera. Moi, je pense que le danger n'est pas tout de suite. Il y a le front républicain, républicain, ce genre de choses. L'arc républicain. Enfin, tout ça, c'est à plaisanter. C'est ce que disait Giscard. La France se gouverne au centre. Et Marine Le Pen, si elle arrive au pouvoir, elle gouvernera au centre. De sorte que les gens diront, mais on n'a pas voté pour ça. Et que deviendra cette colère? Pour l'heure, cette colère, elle prend la forme d'une adhésion à Jordan Bardella. Mais quand Jordan Bardella aura déçu, car il décevrait, quand Marine Le Pen décevrait, je parle au conditionnel, qu'est-ce qui va rester aux gens?
pas seulement l'abstention. Il y a un moment donné où cette colère, elle existe et elle nourrit les vraies révolutions. Et il y a Mélenchon qui est en embuscade. Lui, il sait bien qu'il ne sera pas Premier ministre, il joue la carte en permanence. Et lui, il y a un moment donné où il dira, mais quand la France serait dans une situation insurrectionnelle, il ne demanderait pas l'autorisation, il prendrait le pouvoir. Moi, je connais un peu la Révolution française, j'ai beaucoup lu. C'est une partie importante de ma bibliothèque. Et lui, il connaît une partie de la Révolution française, qui est la partie trotskiste. Et donc insurrectionnelle. Et il adore Robespierre, et il suffit juste, moi je le dis depuis très longtemps, faites attention à quelqu'un qui nous dit que Robespierre est son héros. Faites attention. Robespierre, c'est l'homme de la guillotine, de la terreur, du gouvernement terroriste, c'est l'homme de la loi sur les suspects, enfin c'est tout ça. On peut pas dire ce type est mon héros sans être soi-même l'homme de la loi sur les suspects, ce type il est pas de gauche, l'homme du tribunal révolutionnaire, on va lui couper la tête, l'homme de la guillotine. Nous n'en avons pas encore la preuve, mais je pense que ces gens qui jouent de la guillotine de manière métaphorique pourraient très bien la retrouver en disant mais nous on est contre la peine de mort. C'est pourquoi on instaure la guillotine. Ça les gênerait pas du tout. Il y a des textes très beaux de Robespierre qui condamnent la peine de mort. C'est intéressant que vous parliez de la guillotine, parce que je pense que vous pensez, au-delà de ça, on recevait Rowan Branco la semaine dernière, qui m'a encore, comme vous, cité ce mot. Est-ce que vous craignez une insurrection en cas de victoire du RN, ou pas, puisqu'on le saura dans les quelques heures? Écoutez, il y a des choses que, évidemment, les journalistes n'analysent pas, mais c'est quand même que depuis la dissolution, il n'y a pas eu une poubelle brûlée, très peu, hein. Il n'y a pas eu un abribus déglingué, il n'y a pas eu d'insurrection dans les rues. Il n'y a plus de Black Bloc. Ils sont invisibles. Avant, vous aviez n'importe quelle manifestation et ça dégénérait vers 17-18 heures. Et ça se terminait toujours avec des cocktails. La place de la République a encore une fois été quand même bien taguée quand même. Taguée, mais bon, taguée. C'est vrai qu'on n'est plus... C'est pas exactement la même chose que de mettre le Paris à feu et à sang et de mettre des pompiers partout, etc., etc. C'est drôle. Sauf à croire que Mélenchon a les entrées des Black Blocs et permet de dire hop, on attend, hop, on y va, hop, on attend, hop, on y va, etc. Et là, de dire bon, dimanche soir, on y va. Et donc, il y a une espèce de milice moyennement armée pour l'heure. Ils sont armés de battes de baseball, de temps en temps, on trouve des marteaux, on trouve des tournevis, on trouve des choses comme ça. Mais les appels à la guerre civile, ça vous inquiète quand même? Mais évidemment. Mais Mélenchon ne veut que ça. Et j'irai jusqu'à dire que je pense que Macron n'attend que ça aussi. Ça fait le jeu de Macron, la guerre civile. Ça fait le jeu de deux personnes. Ça fait le jeu de Macron et de Mélenchon. Ça fait pas le jeu de Marine Le Pen, qui aurait difficilement les moyens de juguler tout ça. Il faut avoir avec soi l'armée, il faut avoir avec soi la police, il faut avoir avec soi des gens qui ont un plan pour répondre à des guérillas urbaines, et pour ça, il faut être en place au pouvoir. C'est pas vous arrivez et 4 jours après, vous avez le plan. Je présume que si elle arrivait au pouvoir et qu'elle demande, je sais pas ce qui se passerait avec le chef d'état-major de l'armée, je sais pas s'il serait loyal, fidèle, je sais pas du tout ce qui se passerait, mais il y a quelqu'un qui devrait pouvoir dire le plan c'est ça. S'il se passe ça, la réponse c'est ça. Allez hop, on enclenche le plan. Comment vous faites quand vous êtes Marine Le Pen? Vous dites c'est quoi le plan? Et l'autre dit quel plan? Il n'y a pas de plan. Il faut absolument qu'on en fasse un. Oui, si vous voulez, rendez-vous dans 15 jours. Oui, mais non, c'est tout de suite que ça se joue, etc. Donc c'est tout ça que va jouer Macron aussi, parce qu'il va rester président de la République, lui. Cette proposition de privatisation du service public faite par le RN, vous la voyez plutôt d'un bon oeil? Non, parce que moi je pense que le service public, c'est bien aussi. C'est-à-dire, il faut juste faire changer des têtes, quoi, en disant, c'est plus Monsieur Machin. La chasse aux sorcières de 81, quoi. C'est pas une chasse aux sorcières, c'est juste de dire que il y a des gens qui ont failli. Vous êtes dans un service public où vous devez respecter l'équilibre. Or, vous ne respectez pas l'équilibre, c'est une faute professionnelle, on vous débarque. C'est pas compliqué. Si dans un magasin, vous êtes caissière et que vous volez 5 €, vous allez vous faire mettre à la porte. Et personne ne va dire c'est de la chasse aux sorcières. On va dire non, on est malhonnête. Donc les gens qui dirigent France Inter, France Info, France Culture sont des gens malhonnêtes. Et quand on n'invite pas des gens qui font partie du paysage culturel français comme moi, par exemple. Et vous y avez travaillé longtemps. À des émissions politiques, oui, puis j'étais viré aussi, sans explication. Et l'autre jour, j'ai eu Guillaume Erner qui m'a invité. Je me suis dit, tiens, ils n'ont pas compris que si j'y vais une fois, parce que j'ai été invité, outre qu'on me dira, alors vous allez voter pour qui? Bien sûr que vous allez voter pour Marine Le Pen, etc. Truc habituel. On dira après, après, Michel Onfray, comment ça? Il n'est pas sur le service public, on l'a invité, il n'est pas venu, etc. Donc je dis, écoutez, je suis sensible au piège que vous me tendez, mais je ne vais pas rentrer dedans. Et je vous demande pas pour qui, vous avez quand même voté aujourd'hui? Vous avez voté? Oui.
Oui, moi je pense qu'il y a un moment donné où on doit pouvoir... Alors moi je ne vote pas depuis des années en disant ça sert à rien. De toute façon, à chaque fois qu'on vote, Macron dit j'en ai rien à faire. Vous avez co-signé une tribune dans Le Point, justement, intitulée L'appel des intellectuels contre le nouveau Front populaire. C'était important pour vous quand même de prendre publiquement cette position. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'était ça dont vous parliez, d'accord. C'est cette position. Oui. Oui, je pense qu'il y a un moment donné où il faut voir le réel tel qu'il est plutôt que de le voir tel que le Libération nous le raconte ou le Monde... Qui incarne Léon Blum aujourd'hui, tiens, au passage Il doit se retourner un peu dans sa tombe quand même, Léon Blum, non? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait... Il y a des gens qui auraient pu, mais qui ne peuvent plus. Je pense que Cazeneuve aurait pu, par exemple, probablement. Je pense que peut-être... Cazeneuve qui appelle lui aussi à faire barrage, évidemment. Ah oui, vous voyez, donc voilà. Bon non, donc voilà, c'est plus lui. Je sais pas, parce qu'après, je suis pas très au fait des gens de la classe politique. Après, il y a aussi des gens qui veulent se la jouer Léon Blum, parce que c'est le moment ou jamais de se prétendre Jean Moulin, Léon Blum, ou Adolf Hitler. C'est-à-dire qu'on distribue les rôles n'importe comment, aujourd'hui. C'est n'importe comment. Si Marine Le Pen, c'est Adolf Hitler, si Gabriel Attal, c'est Léon Blum, si, je sais pas, Thomas Guénolé, qui vient d'appeler à faire un front de résistance, c'est Jean Moulin, moi j'ai envie d'éclater de rire, surtout. Moi, je ne souscris pas à ce quart d'heure de haine, qui est un quart d'heure qui dure un mois, enfin qui dure aussi depuis des années, mais de haine systématique, comme ça, en nous disant le danger, il est là. Vous savez, cette sagesse antique qui dit le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Et là, tout le monde regarde le doigt. Mais tout le monde regarde le doigt. On dit vous êtes contre l'antisémitisme, bien sûr. Bah, faut voter contre Marine Le Pen. Ah bah, c'est-à-dire pour des antisémites. On va voter pour des antisémites parce qu'on est soi-même contre l'antisémitisme. On est pour la République. Ah ben si vous votez pour la République, il faut voter pour des gens qui sont contre la République. Et vous êtes démocrate, il faut voter contre la démocratie. La démocratie, c'est de dire on dit au peuple votez, et eux disent ah mais si le peuple vote mal, non, les élections on les reconnaît pas. Ben, ce sont des antidémocrates. Moi je fais confiance au peuple. Ce que le peuple va décider, il va le décider. Et si le peuple décide de mettre Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, il mettra le Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, et je ne descendrai pas dans la rue contre le fait que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre. Ce sera la décision du peuple souverain. Moi je respecte la décision du peuple souverain, quelle que soit cette décision. Et quand ça a été 2 fois Macron, je dis Macron, il a été élu avec des... Quand c'est dans l'autre sens, en général, c'est ça qui est curieux de la part de ces gens qui sont pétris de gauchisme. Bien sûr. C'est la démocratie, c'est la géométrie variable. Mais la démocratie, pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, mais sans le peuple, chez ces gens-là. Mais ça fait un petit moment que ça dure. C'est-à-dire que, pour moi, le premier coup d'État, c'est 2005. On demande au peuple qu'il donne son avis sur le traité constitutionnel européen. Le peuple dit on n'en veut pas. Et toute la classe politique, la même, là, qui vote prétendument contre le nazisme, dit en 2008, c'est Sarkozy et c'est Hollande, à l'époque, dit traité de Lisbonne, vous l'aurez avec le Congrès. C'est-à-dire les députés et les sénateurs vont voter contre le peuple. Bah, ça a commencé, quoi. Et puis après, avec Macron, ça a été à chaque fois que le peuple a donné un signe, Macron a dit, je fais très exactement le contraire de ce que vous me demandez. Et à un moment donné, on se dit, mais ces gens-là ne sont pas des démocrates. Voilà. Les socialistes, les républicains, en 2005 et en 2008, ne sont pas des démocrates. Les gens Macron et les macroniens, font très exactement le contraire de ce que le peuple demande, ne sont pas des démocrates. Et c'est assez inquiétant de voir que nous sombrons dans un refus, dans un déni de démocratie, alors qu'en même temps, ceux qui dénient la démocratie, je viens d'en donner les preuves, sont ceux qui disent que c'est Marine Le Pen qui n'est pas démocrate. C'est formidable. Donc, la Lune le doit. C'est-à-dire, on dit, ah, mais ne regardez pas de notre côté, parce qu'effectivement, nous, on n'est pas démocrates, parce que c'est là-bas qu'il faut aller voir, c'est Marine Le Pen qui n'est pas démocrate. Mais si les gens sont dupes de ça, alors il n'y a plus grand-chose à faire. Moi, j'essaie de faire mon travail de philosophe en disant, votez pour qui vous voudrez, mais sachez pour qui vous votez. Vous avez le droit de voter pour le Hamas, vous avez le droit de voter pour des gens qui sont associés à ceux qui sont d'accord avec le Hamas, etc. Vous avez le droit de... Mais enfin, réfléchissez, sachez-le, et puis faites-le en bonne conscience. Arrêtez de me parler de démocratie, de république, de France, de français, etc. Et dites ma gamelle, mon parti, mon idéologie, c'est d'abord ça qui les intéresse. Et on a fait combien? Eh ben c'est formidable. Comment est-ce que vous avez fait ce chiffre? Ah, peu importe. Vous avez perdu votre âme, c'est pas grave. Vous avez perdu votre honneur, c'est pas grave. Vous avez perdu votre dignité, c'est pas grave. On est élu dans la 3e circonscription.
Michel Onfray, on va arriver bientôt au terme de cet entretien. Justement, pour finir, et vous qui parlez souvent évidemment des mots, puisque vous êtes philosophe, qu'est-ce que vous pensez plus largement de cette utilisation à tout va, justement, dans le débat, des mots républicains et démocrates ? Vous avez raison, il y a ces deux mots-là, mais il y a tous les autres cela a une portée quand même symbolique. Ah oui, mais Hitler aussi, antisémitisme aussi, nazisme aussi, tous ces mots-là sont perdus, n'ont plus de sens. Si aujourd'hui vous pouvez les utiliser n'importe comment, que Manon Aubry puisse dire c'est désormais le Front Populaire ou Adolf Hitler, qu'est-ce que vous voulez faire, quoi ? C'est perdu pour la raison, c'est perdu pour l'intelligence. Il est républicain, on se demande même comment ils avaient pu... Bah oui, non, moi je il y a un petit texte de Simone Veil, la philosophe, qui est une invitation à supprimer les partis. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que la politique devrait se faire autrement. Alors moi, j'ai un vieux projet proudhonien de gauche, socialisme proudhonien, très girondin, pas du tout jacobin, d'organisation de la société sur le principe du communalisme libertaire, voire le département ou la région avec des parlements régionaux, la possibilité de disposer évidemment d'un chef de l'État qui n'a pas tous les pouvoirs, mais la possibilité même de penser à des monnaies, il y a une partie libertarienne même éventuellement chez moi, sur des régions tout à fait particulières. Il y a déjà des monnaies locales, elles existent, elles sont soutenues par la gauche, jadis, enfin elles le sont toujours d'ailleurs, et c'est-à-dire refonder la République. Soit on revient à une 5e République totale, mais pour ça il faut un grand homme, un général de Gaulle qui nous dit, bon ben voilà, c'est 7 ans, c'est le président préside, le gouvernement gouverne, c'est je fais des élections intermédiaires, ces élections intermédiaires me permettent de savoir où j'en suis, si vous ne voulez plus de moi, je démissionne, je m'en vais. Je dissous l'Assemblée nationale, ou alors je fais un référendum, ou gouverner avec des référendums, etc. L'idéal, c'est ça. Mais il faut un homme qui ait le sens de l'État, ou une femme, bien une personne, qui ait le sens de l'État, qui ait le sens de l'intérêt général, du bien public, pour le coup de la res publica, de la chose publique. Et ça, je pense que c'est assez rare. Et après, il y a une autre hypothèse qui est peut-être une 6e République, sûrement pas celle de Mélenchon. La 6e République de Mélenchon, c'est la 4e. Hein. Donc elle a déjà eu lieu. Mais disons une 7e République qui permettrait justement d'organiser la société de manière girondine, provinciale, parce que nous parlions tout à l'heure de la Guyane. La Guyane ne se gouverne pas comme la Corse, qui ne se gouverne pas comme la Normandie, qui ne se gouverne pas comme la Nouvelle-Calédonie. Ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui exige quelque chose de radical, mais pas contre les Kanaks, mais pour les Calédoniens. Et inventer une formule. Moi, ça fait très longtemps que j'ai dit à mes amis corses, à 30 ans, que la Corse devrait penser, plutôt que de dire est-ce que c'est la brise de mer qui va piloter ces 10 kilomètres de côte ici ou là ou ailleurs, de se dire mais retrouver l'idéal de Pascal Paoli, l'idéal de Rousseau, qui fait un projet de constitution corse, en disant voilà ce que nous proposons, nous, les Corses, avec notre langue, notre identité, etc., pour rester français, mais dans une configuration qui serait provinciale, en disant c'est une province au bon sens du terme, et en disant voilà comment vous pouvez avoir un parlement, une gestion, etc., etc. Même chose en Nouvelle-Calédonie, même chose en Guyane, même chose aux Antilles. Il y a quelque chose à faire avec la Martinique et avec la Guadeloupe sur ce terrain-là aussi. À Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est pas exactement la même chose qu'à Paris et sa banlieue, par exemple. Donc ça, ce serait un projet politique radical qui permettrait de remettre le peuple au centre. Pas les partis, pas les petits chefs, pas ces gens qui disent droite, gauche, tout ça, c'est pas très grave quand il s'agit de se vendre pour obtenir un poste. Les gens sont écœurés par ça. Et si on ne leur donne comme hypothèse que la violence ou l'abstention, c'est terrible. C'est terrible. J'écrirai probablement un jour un texte où je dirais mais il y a cette hypothèse. Après, il faudrait que des gens portent cette hypothèse. Moi, je fais pas de politique politicienne. J'ai justement pas de talent pour dire le contraire de ce que je pense ou l'inverse de ce que j'ai dit la veille, simplement parce que je serai élu. Moi, je ferai de la politique, je dirais, voilà ce en quoi je crois. Votez pour moi, ne votez pas pour moi. Vous votez pour moi, je ferai ce que j'ai dit. Vous ne votez pas pour moi, c'est pas grave, je ferai autre chose. C'est pas un métier, la politique. Et puis, justement, de dire, mais vous m'avez élu, je n'ai donc pas des droits sur vous, j'ai des devoirs à votre endroit. Et c'est comme ça que ça se fait, la politique, théoriquement. Ça se fait plus du tout comme ça, maintenant. C'est que pense mon parti, le parti a dit que. Bon, d'accord, très bien. Je rappelle quand même que le Parti communiste a défendu le pacte germano-soviétique, qu'ils étaient contre l'indépendantisme algérien à un moment de Sétif et Guelma, qu'ils étaient contre la pilule.
Jeanne von der Merch estimait que la pilule, c'était la possibilité pour les femmes d'avoir une sexualité de bourgeoise et qu'il fallait faire des enfants parce qu'il fallait faire des prolétaires. Ils étaient contre l'homosexualité parce que c'était une pratique sexuelle de dégénérés. Enfin, je rappelle quand même que le Parti communiste, ça a été tout ça. Et qu'aujourd'hui, ils disent exactement le contraire, qu'ils ont été résistants, qu'ils ont été à la tête du féminisme, qu'ils ont été à la tête de l'indépendantisme algérien, etc., etc. Tu dis, ah oui, mais très tardivement quand c'est perdu. Je veux dire, c'est pas le PC qui signe le manifeste des 121 pour l'insoumission. Donc il y a un moment donné où quand on se dit, les partis, c'est essentiellement ça. Mitterrand, 74, Congrès d'Épinay, et quiconque ne dit pas qu'il est contre le capitalisme ne peut pas être dit socialiste. Ah, formidable, formidable. On a vu, mon ennemi, c'est la finance. On a vu avec François Hollande ce que ça a donné. Donc il y a un moment donné où les gens savent, ils ont compris que les partis c'était un ramassis de menteurs, d'opportunistes. C'est quoi le macronisme? C'est des traîtres qui viennent de la droite et c'est des républicains, puis c'est des traîtres qui viennent du Parti socialiste. Je rappelle que Gabriel Attal, l'a dit lui-même récemment, a été au Parti socialiste, qu'Elisabeth Borne était au Parti socialiste, que Emmanuel Macron était au Parti socialiste. Enfin, tout le monde a oublié ça. Et là, on réassiste à une sorte de bipolarité qui se produit de l'échiquier politique. Alors pour le coup, c'est pas une bipolarité, parce que l'ancienne bipolarité, elle a fait un bloc. C'est là, vous avez bien vu que maintenant, le Parti communiste, la France insoumise, Bayrou, etc., tout le monde se dit, mais voilà, nous on fait un même monde. Mélenchon-Macron d'un côté et Ciotti. Oui, mais avec Julie Gaillet, avec Mbappé, avec Le Monde, Libération, l'Humanité. C'est pour ça que je dis, mais tous ces journaux-là, in fine, ils finissent tous par dire, on vote oui à Maastricht. In fine, disent tous, il faut voter oui à Macron. Alors, Libération dit, votez n'importe quoi, mais votez Macron, d'accord? Et puis les autres disent, ah, Macron il est formidable, votez pour lui. Puis d'autres disent, bah, il va falloir faire barrage au Front National, sous-entendu, et au Rassemblement National, sous-entendu, votez Macron. Mais voilà. Et tout le monde commence à concevoir que c'est pas une bipolarité, ou si du moins la bipolarité change, c'est pas droite-gauche, c'est pas les Républicains et les socialistes, c'est les Républicains, les socialistes, la France insoumise, Poutou, Édouard Philippe, Bayrou, etc., dans un même bloc, avec tout le business, avec tout le cinéma, avec toute la presse, avec tous les intellectuels, avec tout ça. Et puis après, la France d'en bas. C'est-à-dire ces paysans, ces pécores, ces gens des provinces, qu'on appelle d'ailleurs les gens des territoires. Et je dis toujours, mais attendez, territoire est un mot de l'éthologie. L'éthologie, c'est la science des comportements des animaux. Donc vous regardez la vie des animaux et on fait de l'éthologie. C'est-à-dire, ils se comportent comment, les animaux? Ben, il y en a un qui fait ses matières fécales là, il urine, il défèque, il y a un espace et il dit ça c'est chez moi, c'est mon territoire. Le territoire, c'est la zone qu'un animal marque avec ses matières fécales pour dire ça c'est chez moi. Et quand les gens nous disent aujourd'hui dans les territoires, je dis toujours, mais on n'est pas des chiens. On n'est pas des chiens dans les provinces. Appelez ça les provinces, appelez ça les régions, si vous voulez, mais les territoires. Cette façon de dire les territoires, vous savez, c'est des gens où les Normands, ils s'accroupissent, ils font leurs besoins, et puis ils disent, voilà, ici c'est la Haute-Normandie, ici c'est la Basse-Normandie, ici c'est l'Orne, ici c'est le Calvados. Je dis, mais enfin, c'est quoi ce délire, ce mépris que vous avez? Et donc, c'est cet autre bloc, c'est la France toute bleue, là, que je vois sur le journal Le Monde, en me disant, bah, c'est cette autre France, c'est Paris et la province. Donc les bouseux, les paysans, les pécores, les incultes, les campagnards, les ruraux, contre les urbains, etc., les gens sous-diplômés. Mais on a ça depuis Maastricht. Où là, à l'époque, moi j'ai voté évidemment non à Maastricht en 92, on était déjà tout ça stigmatisé comme... et il y avait un certain Philippe Val qui faisait un édito de Charlie Hebdo qui disait « nationaux et socialistes » pour disqualifier ceux qui votaient non. Je ne sais plus si c'était à Maastricht ou au traité européen, je pense que c'était plutôt au traité européen. Mais nous étions donc des nationaux socialistes déjà, donc voilà, on était des nazis. Ah, ben monsieur Val aujourd'hui, il est comme monsieur Julien Drey, c'est formidable, tous ces gens-là. Ou c'est comme Aquilino Morel, ils reviennent aujourd'hui, on dit, oh, c'est pas bien ce qui se passe aujourd'hui, etc. Mais c'est vous, c'est votre monde. Donc oui, il y a une bipolarisation, mais entre eux, pour le coup, la France d'en haut, la France d'en bas, tous ces gens qui sont tous allés à la soupe au cours de ce dernier mois-là, et puis les autres qui n'en peuvent mais, et qui, moi, quand j'ai voté dans mon village, là, il y avait une file d'attente avec mes vieux copains d'école, ou des gens devenus vieux aujourd'hui, comme je suis en train de le devenir, avec qui on a parlé. Je me suis dit, il y a une démocratie qui est une vraie, qui est en train de se manifester là, avec des gens qui disent, mais bon, ce serait bien qu'on nous écoute cette fois-ci, donc on va voter parce qu'on aimerait être entendu. Mais c'est ce peuple-là que j'aime, moi.
C'est pas tous ces gens là, les Judy Gaillet avec des sacs à, je crois, 20 000 euros, les Hollande qui reviennent en disant LFI c'est formidable, les Glucksmann qui après s'être fait cracher dessus par les communistes ou les LFistes, on ne sait pas, mais enfin justement la même nouveau Front Populaire aujourd'hui dit ils sont formidables ces gens-là, il faut faire barrage au nazisme. Je rappelle quand même que Serge Klarsfeld et Arnaud Klarsfeld ont passé leur vie à chasser les nazis et qu'aujourd'hui ils chassent le nouveau Front Populaire. Ça pourrait être une conclusion à notre entretien, hein. Mais je pense qu'il y a quelque chose à méditer chez ce monsieur qui est très courageux d'avoir dit ce qu'il a dit, et chez son fils, parce que justement, ils disent tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Vous refuseriez d'être le conseiller de Marine Le Pen, par exemple? Évidemment. Je pense qu'elle, mais... Non, bah bien sûr. Non, mais je pense qu'elle a 36 conseillers qui ont tous envie du pouvoir. Moi, j'ai pas envie du pouvoir. Et je pense qu'elle n'aurait que faire des conseils que je pourrais lui donner. On dit pas à quelqu'un qu'il faudrait qu'il ait une colonne vertébrale. Si on lui dit, c'est qu'il n'en a pas. Et ça se construit pas, ça se greffe pas, une colonne vertébrale. On dit pas, voilà, on va faire une opération et vous allez vous réveiller avec une colonne vertébrale. Elle a son âge. Je ne vais pas être insultant, mais je veux dire qu'elle a donc un passé qui est un peu impassif. Comme il y a le passé de gens qui... pas des Asselineau ou des Dupont-Aignan à qui on a envie de dire, vous n'avez pas compris que le peuple ne voulait pas de vous, quoi. Vous pensez que Jordan Bardella va rester loyal envers elle? Ah, ça, moi, je ne peux pas faire de psychologie avec un personnage dont on voit si peu la psychologie. C'est-à-dire que c'est une espèce de mécanique froide. Et mécanique, quoi. C'est-à-dire que je ne sais pas. Je ne connais pas l'empathie, la sympathie de ce personnage, sa capacité à la sympathie, à l'empathie. Ce peuple providentiel que vous appelez de vos voeux, il va se réveiller d'après vous? Je pense qu'il va, et s'il se réveille et que, mais le réveil, c'est pas de mettre Bardella au pouvoir. C'est de dire qu'il nous faut en finir avec les partis politiques, qu'il nous faut un autre logiciel politique, qu'il faut en finir avec le jacobinisme, qu'il faut en finir avec la vassalisation à l'Europe de Maastricht, et ça suppose le Frexit, et j'ai plus l'âge pour m'engager dans des combats comme cela, mais puis on fait rien tout seul. Il faut de l'argent, il faut des équipes, il faut les militants, ça peut se trouver. Après, quand on a ça, mais les équipes, il faut des gens dont vous pouvez dire, lui il ira au service secret, lui il ira à la défense, lui il ira au ministère des Affaires étrangères. Moi j'ai des bons vieux copains dans mon village, mais je peux pas leur demander de devenir ministre de l'Intérieur ou de devenir ministre des Affaires étrangères ou responsable des services secrets français. Donc la politique c'est hélas un métier et c'est pas mon métier. Et ça ne l'a jamais été, je n'ai jamais eu envie d'en faire mon métier et c'est pas à l'âge que j'ai que ça deviendra mon métier. Moins j'en ferai de ce genre de politique, mieux je me porterai. En revanche, écrire donner des idées, faire des analyses, faire des propositions, créer une revue, Web TV, l'animer, etc. Même éventuellement, vous faisiez de manière un peu ironique tout à l'heure, en faisant référence à cette émission que je fais avec Laurence Ferrari sur CNews, mais je propose des analyses qu'on n'entend pas forcément ailleurs. Alors j'ai la faiblesse de croire qu'on ne peut pas laisser le monopole de l'intelligence, de la réflexion, de la pensée ou de l'analyse à une poignée de gens qui s'en viennent nous expliquer ce qu'ils nous expliquent depuis 20 ou 30 ans. Donc je joue ma part parce que je pense que si cette part n'est pas jouée, alors je ne veux pas dire que je suis irremplaçable, mais elle ne sera pas forcément jouée, et qu'il faut qu'elle soit jouée, et qu'on puisse dire, voilà, des gens libres, autonomes, indépendants. Alors évidemment, ça fait que vous êtes un fasciste, vous êtes un type d'extrême droite, vous êtes un vendu à Bolloré, que vous... D'accord, très bien, mais j'ai ça depuis très longtemps. J'écris mon livre sur Freud et je suis un antisémite. Vous l'avez rencontré déjà, Vincent Bolloré? Oui, oui. Vous en pensez quoi? Qu'il n'est pas du tout la caricature qu'on nous présente, quoi. C'est assez drôle, ces gens qui nous disent, mais il est... j'ai une amie qui m'a reproché ça récemment, il m'a dit, il est, c'était quoi le mot... enfin, il cherche le monopole ou je ne sais quoi, il est dans le monopole. Enfin, le monopole aujourd'hui, dans la presse d'État, il existe vraiment. C'est ce que je disais tout à l'heure, du Figaro à l'Humanité en passant par La Croix, je n'oublie pas Télérama, Le Point ou l'Obs, en passant par France Inter, France Culture, Radio France, etc., etc. Tout ce monde-là est homogène. Tout ce monde-là pense exactement la même chose et dit la même chose. Et il y a chez Vincent Bolloré une invitation à dire, nous on va dire les choses un peu autrement ou pas pareillement. Et je rappelle que je suis interdit
de service public depuis 6 ans, et que personne n'est interdit de plateau de Pascal Praud, par exemple. Et je pense aussi de Christine Kelly, et je pense aussi de Laurence Ferrari dans son émission du matin. Simplement, il y a des gens qui ne viennent pas. Mais après, ils disent, bah, regardez, c'est pas pluriel, on voit pas de gens de la France insoumise. D'abord, c'est faux. Mais ensuite, il y a des gens qui ont leur ronde serviette chez Morandini, ou chez Pascal Praud, qui sont d'authentiques communistes. Moi, j'aime beaucoup Olivier d'Artigol. Olivier d'Artigol, il est là, régulièrement chez Pascal Praud. Il y a Philippe Guibert, qui est un socialiste, qui est là habituellement sur ce plateau. Il y a d'autres femmes, je sais pas trop ce qu'elles pensent véritablement, mais enfin qui me paraissent être des femmes libres, je vais pas les impliquer en donnant leur nom, mais qui sont aussi sur ce plateau. Et je dis, je veux bien qu'on parle du risque du monopole, mais on n'est pas dans le monopole quand on a CNews et qu'on fait, je sais pas combien ils font de parts de marché. Et sur l'homme Vincent Bolloré qui suscite tellement de fantasmes dans l'opposition justement, enfin dans cette opposition de gauche on va dire, vous en pensez quoi? Il y a les fantasmes, et puis moi, il y a ce que j'ai vu quand je l'ai rencontré, et les discussions qu'on a pu avoir. On a des discussions sur la grâce, sur les jansénistes, sur la foi, sur la question de la décadence, sur la question de la vie spirituelle et religieuse, sur la question de la prédétermination, etc. Donc on n'a pas... Ah, vous avez parlé de tout ça avec lui? Surtout de ça. On parle surtout de ça, et pas du tout du business. Moi, j'ai affaire à quelqu'un qui a une foi incroyable, irradiante un peu, enfin qui est radieuse, et qui irradie un petit peu. Il a vraiment la foi, quoi. C'est des gens qui ont rencontré Dieu, et puis qui ont des lectures de l'histoire. Il a une lecture de l'histoire qui est pas du tout la mienne, mais qui est très intéressante sur l'avenir de la civilisation, sur la culture, mais beaucoup sur la grâce aussi. On parle beaucoup de la grâce. Enfin, je veux dire, on s'est pas vu 36 fois non plus. Et quand je dis la grâce, il y a une abbaye qui s'appelle l'abbaye de la grâce. On parle pas de cette abbaye, même s'il nous est arrivé d'en parler, puisque j'y suis allé, moi, quelque temps, et que j'aime beaucoup les moines de la grâce. C'est intéressant d'imaginer cette discussion entre le laïc athée que vous êtes, oui. et Vincent Bolloré. Il le sait. C'est-à-dire que je suis l'auteur d'une théorie de Jésus, enfin d'un livre qui dit que Jésus n'a pas existé historiquement. Il me demande une émission avec Laurence Ferrari. Je suis pas sûr qu'à France Inter, on confie une émission à quelqu'un qui penserait que, je sais pas, enfin, quelque chose qui heurterait la sensibilité de Madame Adèle Van Rett, par exemple. Je sais plus qui sont les directeurs de ceci ou de cela. Donc, non, c'est pas du tout. Alors, il y a évidemment le fantasme. Il y a eu un moment donné où il a eu affaire à un tribunal politique. Et on l'a vu dans ce tribunal politique s'en sortir avec brio et avec élégance. Cette audition, vous parlez de cette audition à l'Assemblée nationale, oui. C'était très drôle, quoi. C'était drôle de voir le décalage entre, en effet, Yann Barthès avec toutes ses fiches et un Vincent Bolloré, Yann Barthès en polaire et Vincent Bolloré en costard qui n'avait pas une fiche. Oui, c'est le costard, si vous voulez, mais l'absence de fiche, c'est surtout ce qu'il disait, quoi. On disait, oui, alors évidemment, c'est le nazisme, c'est Vichy, c'est Pétain, etc. Il a juste dit, il y avait 2 membres dans ma famille dans le commando Kiefer, quoi. C'est bon, voilà. Pour des collabos, on fait mieux. Et puis après, il a répondu comme ça, sur des trucs. Oui, pardonnez-moi, je suis catholique, je crois effectivement un certain nombre de choses, et en ne se démontant pas. Donc je veux bien que cet homme soit un méchant, et que il ait envie de faire de l'argent avec tout le monde, etc. Et il a des convictions profondes, sa mère était lectrice chez Gallimard, on a aussi parlé de ça, on a parlé des livres, on a parlé des livres qu'il était en train de lire, de livres. D'ailleurs, ça devient un acteur majeur de l'édition, en effet, lui aussi. Oui, alors ça c'est autre chose après. L'idée vous savez, l'édition, moi je suis chez des éditeurs, je ne sais même pas qui les possède. Hein. C'est-à-dire que, à un moment donné, on me dit, t'es dans le groupe machin, je dis, je sais pas, peut-être, mais dans le groupe machin, il y a un machin, je dis, ah oui, bon, peut-être, oui. Oui, c'est le groupe qui va être acheté par Bolloré ou qui est Bolloré, etc. Moi, jamais, dans les livres que j'ai publiés dans telle ou telle maison, on m'a dit, le patron du groupe ne veut pas que vous écriviez ceci. Il y a un moment donné, il faut arrêter, quoi. C'est pas. Moi, j'ai fait, je sais pas combien d'émissions avec Laurence Ferrari, on ne m'a jamais demandé ceci plutôt que cela. On m'a pas dit ceci, cela, n'abordez pas, ne dites pas, ces temps-ci, ce serait plutôt mieux que, etc. Quand j'aborde l'enregistrement avec Laurence Ferrari, je n'ai aucune précaution qui me soit donnée en me disant Vincent Bolloré voudrait que, ou je sais pas quoi. Non, rien. Je dis ce que je veux. Ça s'appelle la liberté d'expression. D'ailleurs, je serai invité par Serge Nadjar, qui est le patron de la chaîne, à modérer mon propos sur ceci, sur cela. Je lui rendrai les clés en disant, vous êtes gentil, mais
J'arrête. Je défends mes idées, je défends pas vos idées. Si vos idées et les miennes coïncident, ça fait mon affaire. Et si vos idées et les miennes ne coïncident pas, mais qu'en même temps vous me permettez de... Il n'y a aucun problème, on fait ça aussi. Ça s'appelle la tolérance, ça s'appelle le dialogue, ça s'appelle l'échange, ça s'appelle le fait de croire à la fécondité du débat. Je vous assure que quand on a cette discussion sur Jésus, il me dit, mais alors c'est quoi cette histoire de Jésus, etc., que je lui parle de ma thèse. Je dis, oui, c'est intéressant. Il me dit, vous comprendrez bien que pour moi, c'est pas un problème, que Jésus, il se manifeste, etc. Voilà, c'est pas du tout je sais pas qui, là, qui se paye des pubs dans le métro pour dire qu'il faut surtout pas lire mon livre, parce qu'il y a plus un livre qui a été écrit contre moi. D'ailleurs, personne n'a fait d'enquête pour savoir qui avait les moyens de se payer une très grande publicité contre Michel Onfray et son livre sur Jésus. Ça n'a pas intéressé les gens de savoir qui était derrière cette pub. Je peux vous parier que c'est probablement pas Vincent Bolloré. Et que s'il y a des dangers du côté d'un catholicisme, de l'Opus Dei, ou etc., c'est pas Vincent Bolloré. C'est pas, moi, on m'a jamais donné de leçons de maintien intellectuel en me disant sur cette chaîne, il y aura des sujets à ne pas aborder. Il y aura des noms à ne pas prononcer. Et je dis ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Alors, c'est pas le cas à France Inter, où de toute façon, je suis interdit d'antenne. Alors, on peut m'inviter pour parler des huîtres de Normandie. Ça aurait pu m'arriver chez François-Régis Gaudry, ce qui permet de dire, d'être invité sur France Inter quand même. Oui, si je parle des huîtres, et du cidre, et du poiré, mais pas si je parle de politique. Bon, ben écoutez, merci beaucoup Michel Onfray, c'était vraiment passionnant. D'ailleurs, on a un peu débordé, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Merci beaucoup, c'était passionnant, autant au niveau aussi du sujet de la liberté d'expression qu'on n'a pas frontalement abordé, mais bon, ça en dit long en effet sur ce qu'on peut dire ou pas dire. On n'est pas sur France Inter ici. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Très bonne semaine à tous et comme je ne cesse de le répéter, surtout restez incorrectibles. Bonne soirée, bye bye.